entamons aujourd'hui la deuxième journée de notre colloque consacré à Montpellier et la science, avec une matinée qui va être très, on peut dire, mathématique ou paramathématique, avec un premier orateur qui va être le professeur Michel Chin, professeur émérite à l'université de Montpellier, professeur d'informatique, qui continue d'ailleurs à participer aux travaux du LIRM, du laboratoire d'informatique, robotique et microélectronique de Montpellier, au sein de l'équipe graphique, et qui va donc nous parler de l'informatique à Montpellier. C'est bien volontiers que je lui donne la parole. Bon, merci d'être venu un samedi matin, 1er avril à 9h30 pour entendre parler d'informatique. Donc, en guise d'introduction, on va faire une expérience de pensée. On va se mettre à la place d'un jeune informaticien qui vient de terminer ses études et qui a été embauché par le service informatique d'une grande ville. Bon, le maire de cette grande ville est un peu mégalomane. Il est féru de TIC, il est féru de high-tech, il est féru de sciences numériques, de tout un tas de choses comme ça. Et donc il le convoque et il lui dit maintenant tous les journaux sont informatisés, donc j'aimerais que vous me trouviez tous les articles qui parlent de moi dans la presse. Bon, l'informaticien réfléchit une minute, il lui dit bon, monsieur le maire, très bien. Alors je vais prendre comme exemple, comme nom du maire, Jean-Paul Cross, c'est le nom de mon village. C'est la Boissière, c'est un petit village. Le maire, c'est un ami, donc il ne sera pas vexé si je le prends comme exemple. Il n'est pas mégalomane du tout. Et donc mon informaticien va dans son bureau, et puis il se dit, il réfléchit un peu au problème, il se dit, bon, c'est facile. Un journal informatisé, c'est une longue chaîne de caractères, c'est un fichier, c'est une longue chaîne de caractères. Le nom du maire, c'est simple, le maire de la Boissière s'appelle Jean-Paul Cross. Donc je vais chercher dans cette longue file de caractères, je vais chercher un J, un E, un A, un N, un tiret, un P, un A, un U, un L, un espace, Cross, C-R-O-S. Alors il se dit, bon, peut-être je vais chercher Cross, C-R-O-2-S-E, parce que s'il y a des journaux parisiens dans le lot, peut-être qu'ils feront des erreurs dans l'orthographe. Et puis il se dit, j'ai peut-être besoin aussi de chercher le maire de la Boissière. Et puis peut-être si le maire est aussi un peu... non seulement mégalomane, mais un peu paranoïaque, ça va souvent ensemble. Donc je vais peut-être avoir besoin de chercher le nom de tous ses ennemis, enfin les articles qui parlent de tous ses ennemis. Donc bref, il généralise le problème, il le rend abstrait, et le problème qu'il cherche à résoudre, on est obligé de faire ça quand on fait de l'informatique, c'est simplement, dans une longue chaîne de caractères, qu'on peut appeler un mot, savoir si une petite chaîne de caractères apparaît. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, il trouve un algorithme très rapidement. Je ne sais pas comment ça marche. Donc ça doit être comme ça. C'est infernal l'informatique. Sur quel bouton j'appuie? Non, pas celui-là. Voilà. Et j'ai un pointeur en plus. Ah, c'est merveilleux. Bien, donc voilà, donc le problème... il a transformé le problème initial, il l'a rendu abstrait, il l'a modélisé, il l'a transformé dans ce problème. Donc on va prendre un tout petit exemple. Donc ce que j'ai écrit ici, AA, BBB, etc. Ça, c'est les caractères qui apparaissent dans le fichier du journal. Dans la ligne du dessous, c'est la chaîne, le sous-mot qu'il cherche dans cette chaîne. Puis il se dit, bah, c'est très simple, je vais positionner la première lettre du mot que je cherche, donc le J dans mon cas, je vais le positionner sur la première lettre du fichier qui contient le journal informatisé. Je vais regarder si c'est pareil. Donc là, c'est pareil, c'est très bien. Il passe à la deuxième lettre, c'est différent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décale tout simplement d'un cran vers la droite. Donc, il va comparer. Il décale Jean-Paul Cross d'un cran vers la droite. Il compare donc le A au deuxième EA qui apparaît. Bon, vous voyez, ça marche pour la deuxième lettre cette fois-ci. Pour la troisième lettre, ça ne marche pas. Bref, c'est assez facile de décrire un algorithme comme ça, de le programmer, et le premier succès apparaît lorsque, au niveau, je ne vois pas bien d'ici, mais lorsque c'est la position C8. Bien, donc il a résolu son problème. Alors il est obligé de résoudre tout un tas de petits problèmes annexes quand même, avant d'aller voir le maire. Il se pose des questions sur les majuscules, par exemple. Et si j'ai un J majuscule, alors c'est un informaticien, donc il sait que ça pose des problèmes. Puis après il se dit Jean-Paul, ça sera peut-être écrit J point, il y aura peut-être des initiales, -P point.
puis peut-être il n'y aura que Jean, enfin bref, ça sera peut-être Cross, Jean-Paul. Donc l'algorithme, il se pose tout un tas de questions de ce genre, des questions encore un peu plus compliquées. Et si le journal est sur un serveur, s'il y a une panne, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que le maire interrogera le serveur pour savoir, enfin avec son programme. Et il résout tout un tas de petits problèmes, il retourne voir le maire. Donc le maire lui demande de faire une expérimentation. Alors bien sûr, ça ne marche pas comme toujours. Les démonstrations, ça ne marche jamais. Donc il se demande pourquoi. Bah, tout simplement parce que l'informaticien s'est servi pour faire ses tests. Il a fait des tests, il a programmé, il a fait des tests. Il s'est servi du journal du hacker, comme le journal qu'il lit tous les jours, donc pour faire ses tests. Et le journal du hacker, au niveau du fichier informatique, c'est un journal qui est très bien structuré. On sépare bien les images du texte, il y a des légendes qui sont séparées, tout est bien représenté, et le maire lui a demandé bien sûr de faire le test dans le journal local du jour, qui est beaucoup moins bien structuré, donc ça n'a pas très bien marché. Donc l'informaticien retourne dans son bureau, se remet à travailler, résout tout un tas de problèmes que vous avez sans doute rencontrés, où au lieu de voir les caractères bien écrits, vous avez des E dans l'eau, vous avez des choses comme ça, des majuscules, tous les signes de ponctuation qui apparaissent, bref, il résout tous les problèmes de codage des différents caractères, possibles et imaginables. Et puis, une fois qu'il a résolu tout ça, il se dit, je vais aller voir quand même mon ancien professeur, celui qui m'a appris ce genre de choses. Il va le voir tout content avec son algorithme. Et bien sûr, son professeur lève les bras au ciel, lui dit, mais vous avez tout oublié, votre algorithme, il marche en grand O de Mn, alors qu'on peut en faire un grand O de N, c'est pas bien du tout. Oh, le pauvre informaticien, il a tout oublié, mais qu'est-ce que ça veut dire, grand O de Mn, grand O de N? Bref, son professeur lui a dit, lisez le Cormen. Alors le Cormen, c'est la Bible de l'algorithmique pour les étudiants en informatique. Il ouvre c'est un gros livre, il l'ouvre, il tourne les pages et il se rend compte effectivement que pour résoudre ce problème, il y a tout un tas d'algorithmes différents et que celui qu'il a choisi, qui est naïf, que tout le monde peut imaginer, n'est pas très efficace. Or, si on veut appliquer ça avec tout un tas de noms différents, il peut avoir à le faire sur des très grands fichiers avec tout un tas de noms différents, plus ou moins longs. Le maire de la Boissière, ça commence à être assez long, donc il programme un algorithme plus rapide. Une fois qu'il a réglé tous ses problèmes, il retourne voir le maire. Alors là, le maire lui dit, je voudrais un algorithme très rapide pour pouvoir, tous les matins, vérifier dans les journaux ce qui se passe. L'informaticien est très content, il dit, j'ai optimisé mon programme, ça va marcher vite, c'est réglé. Et puis après, le maire lui dit, oui, mais j'aimerais que ce soit commode à utiliser, je ne veux pas avoir à taper. Ah, là, l'informaticien se dit, oui, il veut quelque chose de convivial, là, ça va me prendre un peu de temps, c'est un peu plus compliqué. Et puis le maire continue dans ses exigences et il lui dit, oui, mais moi, je veux trouver que Jean-Paul Cross, moi, Jean-Paul Cross, pas mes homonymes. Il y a plein de Jean-Paul Cross. Ah, là, l'informaticien se dit, ah, là, c'est peut-être plus compliqué. Bon, ce problème, je suis parti d'un problème en apparence très simple, et on tombe sur un problème très compliqué, qui est un problème de recherche, en fait, qu'on ne sait pas très bien résoudre aujourd'hui, dans toute sa généralité. Donc, c'est un problème qui nécessite d'avoir une activité de recherche scientifique en linguistique, pour pouvoir traiter des textes, bien sûr en algorithmique, pour avoir quelque chose d'efficace, en ce qu'on appelle communication homme-machine, interface homme-machine, pour avoir quelque chose de convivial. Donc, à côté des problèmes purement techniques qu'il a dû résoudre, un certain nombre de problèmes, il y a tout un tas de problèmes scientifiques qu'il faut absolument avoir résolus et qui sont aujourd'hui du domaine de la recherche. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, ça c'était en guise d'introduction, donc mon exposé sera en 2 parties. Je vais essayer de parler un peu, de vous dire un peu ce que c'est que la science informatique. Ça sera le début, je consacrerai les 3/4 du temps, et puis je parlerai simplement, mais comme l'histoire de l'informatique est très, très jeune à Montpellier, donc je consacrerai un peu de temps à la fin pour parler de l'informatique à Montpellier. Donc, l'informatique, très souvent les gens repartent pour définir l'informatique, repartent de l'origine tout simplement de l'étymologie d'informatique, le mot a été construit avec information plus automatique, en enlevant le mation et le auto. Et donc, souvent l'informatique est définie à partir de 2 termes en fait, comme la science du traitement rationnel et automatique de l'information. Moi j'aime bien considérer 3 jambes à l'informatique, parce que 3 c'est un beau chiffre. Certains en considèrent 2, c'est pas stable, les tables ou les chaises à 2 pieds ne sont pas très stables. D'autres en considèrent 4 souvent, et les 4, ce sont les 4 grandes, si vous voulez, patates qui sont sur ce dessin. Moi, les 3 jambes que je considère sont
l'information, les algorithmes, les machines, et à l'intersection de ces trois choses-là, on trouve les langages. Donc pour dire un mot, lorsqu'on a un problème à résoudre en informatique, quelle est la démarche qu'on doit faire? Bien, on doit modéliser, premièrement, la tâche que l'on veut résoudre, c'est-à-dire représenter les informations que l'on veut communiquer, les données du problème, ainsi que les procédures de résolution. On peut être amené à faire tout un tas de pré-traitements sur ces données. On dit les nettoyer souvent maintenant en informatique, en tout cas. Les structurer, les compresser, corriger les erreurs qui peuvent se produire au moment de la transmission. On doit prévoir l'évolution de ces données au cours du temps. On doit résoudre des problèmes de stockage. On doit résoudre la protection des informations. Et puis ces informations peuvent être de différentes natures. Ça peut être des textes, ça peut être des sons, des images, même des nombres. Donc en fait, la nature des informations qu'on doit traiter, c'est tout ce qui est discrétisable. Discrétisable, ça veut dire ce qui est représentable par une séquence finie, par un ensemble fini de symboles. En effet, un ordinateur, c'est une machine universelle, c'est une mécanique universelle qui permet de manipuler des symboles et de mettre en œuvre sur ces symboles n'importe quel type d'algorithme. Donc les données peuvent être plus ou moins complexes. Elles sont de différentes natures, elles sont plus ou moins complexes. Si ce sont les données d'un capteur, ce n'est pas très compliqué. Si c'est les connaissances d'un expert dans un domaine quel qu'il soit, ça peut être très compliqué. Et tout problème n'est pas nécessairement susceptible d'un traitement informatique. Alors je vais vous raconter une histoire vraie. Lorsque j'ai occupé mon premier poste de professeur en informatique, c'était il y a un certain nombre d'années, donc c'était dans une petite université, ce n'était pas à Montpellier. J'avais été reçu très chaleureusement par tous mes collègues de toutes les disciplines. Et donc un de mes collègues philosophes était venu me voir peut-être 15 jours après la rentrée. Il est venu avec un ruban perforé et il m'a dit: j'ai codé sur ce ruban perforé 2 chapitres de la logique de Hegel. Je me casse les dents depuis des années dessus, j'ai rien compris, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je suis resté littéralement muet, incapable de répondre. Après j'ai un peu réfléchi et lors d'une assemblée des professeurs, parce qu'à l'époque ça marchait comme ça, donc il y avait régulièrement assemblée des professeurs dans cette université qui fonctionnait d'une manière très vieillotte quand même. Donc j'ai fait la proposition suivante: on pourrait peut-être faire un cours d'informatique pour toutes les disciplines, avec comme seul programme, que peut-on faire et que ne peut-on faire avec l'informatique. Donc j'ai fait un cours, mon collègue l'a suivi avec beaucoup d'assiduité, et à la fin du cours, c'est un cours trimestriel, à la fin du cours, il est venu me voir, et il m'a dit: c'était très intéressant ton cours, on se tutoyait, là on avait eu le temps de se fréquenter un peu, tu as vraiment dû me prendre pour un imbécile quand je vais te poser la question pour Hegel. Bon, je ne lui ai pas répondu, mais effectivement, les gens s'imaginent qu'avec l'informatique, on peut faire... Enfin, certains pensent qu'on ne peut pas faire grand-chose, d'autres pensent qu'on peut tout faire avec. Donc, il y a énormément d'idées fausses dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule chose. En fait, c'est dans tous ces éléments, je vais vous parler que des algorithmes, en fait. Pourquoi je vais vous parler des algorithmes? Tout simplement parce qu'il y a eu un sondage de l'IFOP pour la CNIL en janvier de cette année, janvier 2017, où 83% des Français donc, ont entendu parler des algorithmes. Mais si vous lisez bien, on se rend compte que très peu ont compris savent ce que c'est qu'un algorithme. Or, les algorithmes apparaissent partout, les algorithmes sont présents partout, donc il m'a semblé important d'en parler un petit peu en détail. Alors, si on regarde, je vais vous donner quelques... Alors, ce sont des titres d'articles ou d'émissions du mois dernier, simplement, et en français. Et je ne les ai pas tous mis, il y en a autant que vous voulez. Donc, algorithmes, vont-ils tout décider à notre place? Un algorithme pour détecter les pensées suicidaires. Les algorithmes sont-ils des nouveaux maîtres du monde? Les radiologues virés par les algorithmes dans la tribune de Genève. Les algorithmes n'ont pas eu la peau de la télévision. J'ai oublié de mettre, je ne me souviens plus où je l'avais trouvé. Les algorithmes sont partout, il faut les contrôler. L'État met les mains dans les algorithmes. Et vous voyez, ce sont des... Et j'aurais pu mettre 3-4 transparents comme ça, avec le mot d'algorithme dedans, et avec des idées. Bon, alors que les algorithmes fassent peur, dans certains cas, oui, on peut avoir raison d'avoir peur. En tout cas, c'est important, avant d'en discuter, de savoir un peu ce que c'est qu'un algorithme, pour ne pas se laisser emporter et pour ne pas éventuellement tolérer des choses, des utilisations qui sont éthiquement
dangereuses ou éthiquement indéfendables. Donc qu'est-ce qu'un algorithme? Donc un algorithme, c'est une notion abstraite. Un algorithme, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est abstrait. C'est un concept. C'est une façon de décrire dans ses moindres détails comment un mécanisme automatique doit procéder pour faire quelque chose. Bien, je vous donne une autre définition, peut-être pas beaucoup plus précise. Pour qu'un système informatique soit capable de réaliser une tâche, tout seul, c'est important, tout seul, une tâche simple, comme regarder notre problème initial, ou regarder si dans un mot j'ai autant de A que de B, par exemple, ou une tâche compliquée, comme piloter un avion, il faut lui expliquer dans les moindres détails tout ce qu'il doit faire. Tout doit être complètement explicité. Bon, on prend souvent comme exemple d'algorithme une recette de cuisine. Alors, est-ce qu'une recette de cuisine, c'est un algorithme? Je vais vous prendre un petit exemple, trouvé sur le site Marmiton, potage aux orties. Alors voilà la recette du potage aux orties. 5 poignées d'orties, 3 cuillères à soupe d'huile, un gros oignon, 4 ou 5 pommes de terre, 15 centilitres de crème fraîche. Est-ce que c'est un algorithme? Non, ce n'est pas un algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire une poignée d'orties? Un gros oignon. Ah, peut-être qu'il peut y avoir des différences sur les gros oignons. Et les pommes de terre. Si vous prenez une rate ou une charlotte, ce n'est pas tout à fait pareil. En taille ou en qualité gustative aussi. Bon, souvent dans les recettes, vous avez une pincée de sel, une cuillère à café, ajouter quelques gouttes, etc. Donc, ce n'est pas un algorithme. Cependant, si on a des connaissances, mais des connaissances complexes en linguistique, parce que là, c'est décrit d'une manière relativement systématique, hein, bien structurée, mais ça peut être un peu plus compliqué. Si on a des connaissances en cuisine, c'est extrêmement important. Donc si on a des algorithmes permettant de transformer ce qui est un texte en langue naturelle, en intégrant à l'intérieur des connaissances en cuisine et en faisant le genre de traduction que j'ai mis en dessous, il faut remplacer une poignée par X grammes. Il faut remplacer une cuillère par un certain nombre de centimètres cubes. Il faut être capable de donner pour un gros oignon une quantité. Et puis il ne faut pas oublier de mettre de l'eau. C'est tellement évident qu'il faut mettre de l'eau pour faire un potage que ce n'est même pas dit dans la recette. Donc il faut mettre de l'eau quand même. Il faut préciser un temps de cuisson. Des fois, c'est précisé. Le temps de cuisson et la température du four, c'est précisé. Pas toujours. Pour une soupe, là, ce n'était pas précisé. Bon, quand mettre les ingrédients, etc., etc. Donc, une recette de cuisine, je pense que c'est un très bon exemple pour montrer ce qu'est un algorithme, parce qu'une recette de cuisine n'est pas un algorithme. Et si vous voulez construire un autre, il faut se mettre dans la tête, je veux construire un automatisme qui, lorsque j'aurai donné les ingrédients, me sortira une boîte de conserve qui est un potage aux orties. Est-ce que j'ai bien donné toutes les informations pour qu'à la fin, j'ai une petite chance d'avoir quelque chose de comestible? Donc, qu'est-ce qu'un algorithme? Pour la dernière fois, j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair que les deux premières définitions. Donc, c'est un concept qui traduit cette notion intuitive de procédé systématique, applicable mécaniquement, sans réfléchir. On ne doit pas interpréter, la machine ne peut pas. Menant au résultat voulu, donc il faut un résultat voulu, donc il faut que ça s'arrête. Quelque chose qui est implicite dans la définition, c'est qu'un algorithme doit s'arrêter en obtenant un résultat, en suivant simplement un mode d'emploi précis. Bien, donc maintenant je vais vous donner un deuxième exemple. C'est le problème du voyageur de commerce. On va reprendre notre informaticien. Cette fois-ci, il est convoqué par, mettons, le responsable des postes régional et qui lui dit « J'ai besoin d'organiser une tournée, passer dans toutes les villes du département, une fois et une seule. » La tournée, ce n'est pas la peine de passer 2 fois dans la même ville. Donc, voilà, on va considérer ce petit dessin. Les points représentent des villes. Et lorsque vous avez un trait entre 2 points, ça représente simplement une route. Alors, j'ai supposé qu'il n'y avait pas de sens unique. On peut rajouter des sens uniques si on veut. Donc, ça signifie que vous pouvez aller de A à H, vous pouvez aller de H à I, de A à B, etc. Je ne m'intéresse pas aux problèmes de temps, de distance, de choses comme ça. C'est simplement la possibilité d'aller d'une ville à une autre, d'un point à un autre. Ça sert dans tout un tas d'autres, ça permet de modéliser tout un tas d'autres problèmes. Bon, est-ce que vous pouvez trouver, c'est un petit puzzle, est-ce que vous pouvez trouver un parcours, donc, passer une fois une seule par tous ces points, ces 20 points, en allant d'un point à un autre, en restant sur les traits qui sont représentés. Bon, on trouve assez facilement à la main une solution, voilà une solution possible. Hein, vous allez de A à B, de B à J, de J à K. Vous voyez, si vous suivez le rouge, vous voyez que ce rouge passe une fois une seule par toutes les villes, en n'empruntant que les traits qui sont dessinés en bleu. Bien, une petite remarque, avant de voir comment faire cette chose-là. Si je vous donne un mot composé des 20 villes,
enfin, plus le premier, parce que comme je veux un circuit, on veut que le facteur retourne à son point de départ, ou le voyageur de commerce. Hein. C'est pareil, donc retourne à son point de départ, donc vous avez 20 plus 1. C'est assez facile de vérifier si c'est une solution. Il suffit, vous partez par exemple de la gauche ou de la droite, ça n'a pas d'importance. Vous regardez AB, est-ce que j'ai un trait qui va de A à B, BJ, est-ce que j'ai un trait qui va de B à J, JK. Si entre deux lettres consécutives, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de route, ben, c'est que ce n'est pas une bonne solution. Donc c'est assez facile, il suffit que vous comptiez. Vous avez une fois une seule toutes les villes, donc vous devez avoir 20 occurrences plus la dernière 21, et entre deux consécutifs, entre G et R, est-ce que j'ai un trait, etc. Donc en balayant une seule fois, vous trouvez la solution. Je vais vous montrer sur une autre présentation, un peu plus abstraite cette fois-ci, le même problème. Donc ici, j'ai pris 10 villes et j'ai mis un 1 lorsque vous avez une route qui va d'une ville à une autre. Donc la première case avec un 1, c'est la case AB. Vous avez une ville qui va de A à B. Vous avez une route, excusez-moi. Vous avez une route qui va de la ville A à la ville B, une route qui va de la ville A à la ville F, etc. Donc quel est le problème qu'on veut résoudre? C'est tout simple. Il s'agit de trouver dans un tableau de ce genre D1, 1 par ligne et par colonne, c'est tout. Donc c'est un petit puzzle. Également qui semble très facile. Hein. Si on restructure un petit peu avec les 1 rouges que je vous ai mis, voilà la forme que ça. On voit mieux que les 1, si vous avez un 1 par ligne et par colonne, ben vous avez résolu le problème. Donc ici, vous pouvez aller de C à H, de H à I, de I à A, enfin, etc., etc. Donc on se dit, ça c'est un problème facile. L'informaticien programme. Comment il fait? Ben, il programme simplement toutes les manières possibles. Hein, de parcourir les villes, et puis il fait des petits essais, 10 villes ça marche, 12 villes ça marche, mais très vite ça devient problématique. Donc il a un peu plus de mal à programmer, c'est un peu plus compliqué de programmer tous les parcours, mais enfin, il y arrive quand même. En fait, si on a 70 villes, c'est le nombre de solutions possibles est plus important que le nombre d'atomes dans l'univers connu. Mais largement plus important en plus, pas un petit peu plus important. Hein. Donc son algorithme naïf pose des problèmes. Très inquiet, il va avoir son professeur, son ancien professeur qui lui avait donné des bons conseils pour résoudre son problème de sous-mot d'un mot. Et là, son professeur ne lève pas les bras au ciel. Il ne lui dit pas mais c'est complètement ridicule ce que vous avez fait. Il lui dit ah ben là, vous avez un problème qui est un problème difficile qu'on ne sait pas bien résoudre aujourd'hui. On sait bien vérifier si on a une solution, on ne sait pas bien vérifier, on ne sait pas trouver facilement une solution par contre. Donc ici, voilà, on a 2 exemples de 2 grandes classes de problèmes. La classe qu'on appelle grand P, qui est la classe des problèmes qu'on peut résoudre facilement. Facilement, je ne vous dis pas techniquement ce que ça veut dire, mais en gros, comme notre premier problème, on arrive à écrire un programme qui, relativement facilement, sera capable de le résoudre. Et puis on a une autre classe qu'on appelle la classe NP, et cette classe-là, c'est la classe des problèmes qui sont simplement vérifiables facilement. On peut vérifier une solution facilement. Trouver une solution, ça peut être très compliqué. Bien savoir si ces 2 classes sont les mêmes, c'est un problème. Si vous résolvez ce problème, vous gagnez $1 million depuis un certain temps. C'est un problème qui est posé depuis relativement peu de temps, depuis les années 70, un petit peu avant, certains s'étaient rendus compte qu'il y avait un problème avant. Certains font remonter à Gödel même l'origine du problème, mais en fait la formulation correcte, propre, savoir si un problème résolu facilement est vérifiable facilement, ou bien si ces 2 classes de problèmes sont réellement différentes, c'est un problème à $1 million. Alors je vais vous raconter une autre anecdote qui est vraie, celle-là aussi. Donc ça c'était quand j'étais à Paris 6, j'avais invité Jack Edmonds, un chercheur célèbre dans le domaine, donc c'était au début des années 70, quand ces choses-là commençaient à être un peu formalisées. On avait des déjeuners au Buisson Ardent, qui est un bon restaurant juste en face de Jussieu. Bon, il aimait bien le Cahors, Jack Edmonds. Et donc, il a fait une conférence très intéressante où lui a raconté aussi une petite anecdote. Alors, je n'ai jamais su si elle était vraie. Donc, il avait raconté que quand il avait été embauché comme ingénieur, son patron lui avait demandé de résoudre le problème du facteur ou du voyageur de commerce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il a travaillé un certain temps, puis il n'a pas trouvé de solution efficace. Au bout d'un moment, ça ne marchait pas. Donc, au bout de quelques semaines, il retourne voir son patron et lui dit « Le problème que vous m'avez donné, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre facilement. Ce n'est pas possible. C'est impossible de le résoudre facilement. Il y a des problèmes qui sont comme ça. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre facilement, d'autres non. C'est impossible. » Bon, alors,
son patron l'a gardé, et puis en riant, donc il nous a fait tout un exposé, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, il est très bavard. Après avoir terminé son exposé, il nous a dit, en fait, j'avais pas été assez malin pour résoudre son problème, mais j'avais été assez malin pour garder mon poste. Et puis, il termine son exposé comme ça. Résultat, on avait créé, avec un de mes collègues, on avait créé un certificat d'analyse, conception et analyse des algorithmes, et les étudiants sont venus avec tout un tas de solutions à ce problème. On en a eu je ne sais pas combien, parce que pour ce problème, si pour un problème difficile qu'on appelle, c'est les plus difficiles dans la classe, qu'on appelle NP complet, comme le problème du voyageur de commerce, si vous trouvez un algorithme, pour un de ces problèmes, n'importe lequel, et il y en a des milliers maintenant, si vous trouvez un algorithme rapide, ça signifie que P est égal à NP. Donc il suffit de s'attaquer à un problème. Donc le problème du voyageur de commerce, qui peut sembler simple, trouver des 1 par ligne et par colonne. Donc on a eu tout un tas, ça a duré pendant 2-3 ans, tout un tas d'algorithmes faits par des étudiants, certains très malins, mais tous faux au niveau du résultat. Ils calculaient bien les bonnes choses, mais ils se trompaient dans l'analyse de l'algorithme, et leur solution était une solution lente. Il faudra me dire, Jean-Pierre, je vais déborder. Bon, alors il y a pire. Il y a les problèmes qu'on peut résoudre facilement, il y a les problèmes qu'on peut vérifier facilement, et aujourd'hui sur ce problème, est-ce que P est égal à NP? Est-ce que les facilement vérifiables sont identiques aux facilement résolubles? Il y a peu d'informaticiens qui pensent que ces deux classes, ou de mathématiciens, beaucoup de gens travaillent dessus maintenant, pensent que ces deux classes sont identiques. Ça varie au cours du temps. Au début, tout le monde pensait que c'était différent. Maintenant, à cause de certains résultats, il y a à peu près, je crois, il y a eu des sondages qui ont été faits, il y a à peu près 15% des gens qui pensent qu'en fait les deux classes sont identiques. Alors il y a des problèmes pires que ça, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. On peut démontrer que des problèmes, c'est impossible de trouver des solutions, c'est pas la peine de chercher. C'est pas qu'il n'y a pas de solution rapide, c'est qu'il n'y aura aucune solution. Alors un des problèmes les plus célèbres, c'est le problème de l'arrêt d'un programme. Est-ce que vous pouvez trouver un algorithme, au sens où je l'ai décrit tout à l'heure, une mécanique qui marche tout le temps, qui est bien décrit, qui est quelque chose de très précis, qui s'arrête tout le temps, donc vous lui donnez comme entrée un programme et une donnée pour ce programme, et vous voulez avoir comme réponse, soit le programme sur cette donnée s'arrête, soit le programme ne s'arrête pas. Ce problème-là, c'est un problème qu'on appelle indécidable. Vous pouvez démontrer que c'est impossible de construire un algorithme qui fait cette chose-là. Donc, ce n'est pas la peine de se faire. Et des problèmes comme ça, il y en a beaucoup, 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 même dans des domaines relativement simples. Donc, tous les problèmes ne sont non seulement pas résolubles facilement, mais ne sont pas résolubles du tout. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple, parce qu'il y a beaucoup de... Ne lisez pas si ça vous ennuie, là, c'est un tout petit peu d'informatique, il n'y en aura pas beaucoup dans mon exposé. Vous prenez un compteur, vous mettez 0 dedans. Et puis, vous avez donc, le compteur, c'est A, je mets 0 dedans. Et puis, la seule opération que je peux faire, c'est rajouter 1. Donc, je rajoute 1. Et puis, j'ai une condition d'arrêt, je rajoute 1, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à une condition qui n'est jamais satisfaite. Vous ne pouvez jamais avoir 0 égale 1. Ce n'est pas en rajoutant des 1 dans votre compteur que vous réussirez à faire que deux nombres différents deviennent égaux. Donc, ce petit programme ne s'arrête pas. Voilà un programme qui ne s'arrête pas. Vérifier que ce programme ne s'arrête pas, c'est facile. Vous le regardez, vous pouvez dire, oui, il ne s'arrête pas. Celui-là, ce programme est stupide et il tourne, il va toujours tourner. Je vais rajouter 1 sans arrêt, sans m'arrêter. Le problème qui est posé, ce n'est pas de savoir si un programme donné s'arrête ou non. Ce qu'on veut avoir, c'est une mécanique qui marche, quel que soit le programme et quelle que soit la donnée qu'on lui donne. Donc, il y a quelque chose de général. Un algorithme, c'est général. Le problème que j'ai résolu au début avec un algorithme naïf, vous lui donnez n'importe quelle chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères, et vous voulez savoir si le deuxième est un sous-mot du premier. Ça, c'est l'algorithme, c'était un algorithme que j'ai donné. Ça s'appliquait pour n'importe quelle chaîne de caractères. Il faut regarder les cas limites, s'il y a des chaînes vides, etc. Il y a toujours des petits problèmes comme ça, mais enfin, c'est facile à résoudre. Ici, il faut bien comprendre. J'insiste parce que il y a eu des articles, plus maintenant, c'est fini, maintenant c'est rentré dans les mœurs, les gens le savent, mais il y a eu des articles dans une revue d'informatique française, il y a quelques années, il y a pas mal d'années même, il y a eu un article où un informaticien prétendait avoir écrit un algorithme pour vérifier si un programme s'arrêtait. Donc ça a suscité un certain nombre de réactions contre la revue, contre les relecteurs de l'article et contre le collègue qui n'avait pas bien compris ce que c'était. Bon, pour terminer sur cette première partie, j'irai très vite sur la fin. Là, je vais peut-être aller très vite.
L'informatique, non seulement s'intéresse à des objets particuliers, les modélise, donc travaille sur des abstractions. Toutes les disciplines scientifiques procèdent par abstraction. La spécificité de l'informatique, c'est ces abstractions doivent pouvoir être exécutées sur une machine physique. Donc, quelle que soit la nature de cette machine physique, que ce soit une machine mécanique, que ce soit une machine hydraulique, électrique, quantique, biologique, ce que vous voulez comme machine, mais une machine physique doit être capable de le réaliser. Et c'est ce qui fait, en gros, la spécificité du mode de pensée informatique. Ce n'est pas le côté on manipule des concepts, on manipule des abstractions, etc. Mais il faut que ce soit des choses qui sont exécutables. On revient sur la première définition que j'avais donnée de l'informatique. Donc, des abstractions, il y en a énormément. Je vais vous donner un exemple de la notion d'algorithme, par exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple qu'on utilise beaucoup dans tout un tas de domaines. C'est la notion de réductibilité d'un problème à un autre. Voilà, vous avez un problème, donc une donnée. Vous pouvez imaginer le premier que j'ai considéré, n'importe lequel. Vous avez un certain problème à résoudre et vous voulez obtenir donc une certaine solution. Donc construire un algorithme pour résoudre un problème. Je vais appeler ce problème grand A. Et alors vous disposez d'un algorithme qui résout un problème qui vous semble voisin. Donc c'est le problème grand B. Vous avez un algorithme pour résoudre le problème grand B. Vous avez l'impression que le problème grand B est voisin du problème grand A. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire dans ce cas-là? C'est transformer la donnée de votre problème initial en une donnée du deuxième problème, de telle sorte que si à partir d'une solution du problème grand B, vous obtenez une solution du problème grand A, tout ça marche bien. Ça marche bien, ça veut dire qu'il faut que, ayant n'importe quelle donnée pour le premier problème, donc vous avez réussi à construire une transformation de cette donnée. Lorsque vous appliquez l'algorithme grand B, celui que vous avez, vous obtenez une certaine solution. Il faut que cette solution soit, par une transformation, la solution que vous souhaitiez obtenir avec grand A. Cette technique, par exemple, de réduction d'un problème à un autre, d'utilisation d'un algorithme que vous avez, donc d'un programme que vous avez pour résoudre un autre problème, c'est une notion tout à fait fondamentale qui est utilisée aussi bien d'un point de vue théorique que pratique. C'est l'un des modes de pensée, l'un des outils intellectuels usuels qu'on utilise en informatique systématiquement. Parmi les concepts importants, c'est la notion de procédure, qui est une notion, bien sûr, très voisine de la notion de fonction. En mathématiques, ça veut dire que vous avez des données sous une certaine forme. Toujours pareil avec votre mécanique. Ça représente que votre mécanique précise, finie, qui vous donne des résultats qui peuvent être présentés d'une certaine manière, etc. Bon, bref, le mode de pensée informatique, ce sont tout un tas d'abstractions. Je ne vais pas vous détailler tout ça, vous inquiétez pas, parce que là, ça fait l'objet d'un cours d'informatique au moins de licence. Alors, une notion aussi classique, c'est la notion de décomposition hiérarchique. Voilà une procédure, vous avez des données à gauche, vous avez les résultats à droite, vous avez une boîte qui vous fait la mécanique avec des résultats. Souvent, ce qu'on est amené à faire, c'est on décompose à l'intérieur, on construit des procédures. Donc vous vous servez de la sortie d'une procédure comme entrée d'une autre procédure, etc. Et puis vous pouvez avoir des décompositions qui vont à une profondeur assez grande. Une autre notion, donc notion de décomposition hiérarchique. Une autre notion très fréquente, c'est la notion de décomposition en couches. Alors décomposition en couches, prenons l'exemple quand vous travaillez sur votre navigateur, par exemple. Donc vous utilisez un protocole, vous êtes sur le web, donc vous utilisez un protocole. Vous avez sans doute vu les adresses qui s'appellent HTTP ou HTTPS. Quand vous faites de la messagerie, c'est un autre protocole que vous utilisez, SMTP. Pour les transferts de fichiers, c'est autre chose. Donc souvent, dans le modèle qu'on appelle TCP/IP de représentation d'Internet, on considère ces différentes couches. Donc vous avez la couche, il faut bien transférer à un niveau très bas les informations. Les liens ne sont pas forcément des liens physiques, puisque ça peut être ça peut passer par des satellites. Après, vous avez une couche qu'on appelle la couche routage. Vous avez la couche transport. Faut que lorsque vous envoyez un message d'un point à un autre, votre message qui a été découpé en petits morceaux, chaque petit morceau s'est promené dans le réseau Internet, vous ne savez pas très bien comment. Il faut qu'à la fin, tous les morceaux soient recomposés dans le bon ordre pour que vous puissiez récupérer exactement ce que vous demandiez. Donc,
Excusez-moi, là j'ai terminé sur cette présentation rapide de la notion d'algorithme. Il aurait fallu que je passe au moins autant de temps sur la notion d'information, au moins autant de temps sur la partie machine, et sans doute encore plus de temps sur l'intersection de toutes ces choses-là, donc sur la partie langage et programme, et qu'à chaque fois je développe concept, méthode de pensée pour vous donner une petite idée de ce qu'est la science informatique. Il a fallu beaucoup de temps pour que un certain nombre de personnes acceptent que l'informatique soit une science et pas simplement un ensemble de techniques. Comme je vous ai montré dans le premier exemple, il y a à la fois une partie scientifique et il y a une partie technique. La frontière est souvent assez difficile à trouver. C'est le cas d'énormément de disciplines d'ailleurs. Alors, des scientifiques prestigieux français ont décidé d'interpeller les candidats aux élections présidentielles. Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'ENS, de l'École normale supérieure, vous pouvez trouver les questions qu'ils ont posées dans toutes les disciplines aux candidats aux élections présidentielles. Là, j'ai extrait simplement celles concernant l'informatique. Donc, ce qui fait plaisir, c'est moi qui ai mis en gras sciences informatiques. Hein. Ça, c'est quand même une nouveauté, parce que jusqu'à présent, la seule chose qu'on voulait apprendre aux enfants, c'était se servir éventuellement de Word ou d'un logiciel de même type, OpenOffice ou un autre, et puis d'un tableur, Excel, etc. Là, on passe à un autre niveau, il s'agit bien de sciences informatiques et de l'enseigner pour que les concepts puissent être, pour que les gens puissent comprendre, dans la mesure où les algorithmes interviennent partout, tout le temps, maintenant, aujourd'hui, dans toutes les disciplines et dans quasiment toutes les activités humaines. C'est important, simplement pour pouvoir discuter de choix de société, de savoir un petit peu comment ça marche. Donc c'est une très bonne décision, mais vous voyez la fin. Néanmoins, il n'existe ni CAPES ni agrégation spécifique, et il pose la question, donc qu'est-ce que vous comptez faire? Alors ça, moi, ça m'a complètement désespéré quand j'ai vu ça, parce que depuis que je fais de l'informatique, c'est-à-dire depuis quand même pas mal d'années, cette question est posée, et sans aucune réponse. Officiellement, peut-être la première fois que ça a été posé assez brutalement, ça a été dans le rapport Simon sur l'informatisation de la société, qui se terminait par « il faudrait un CAPES, une agrégation d'informatique », qui date de 80, et ça date de plus longtemps. Alors je vais terminer cette première partie. J'irai très vite sur la deuxième, vous inquiétez pas. Donc je vais terminer par une citation d'un de mes confrères et amis qui est Maurice Niva. Si je retrouve ma feuille. C'est 10 minutes. Il me reste 10 minutes? Ouais. Bon, bah alors tant pis. Je saute là, je vais passer donc à l'informatique à Montpellier, pour en dire un mot quand même. Bien, établir, donc je passe à la deuxième partie de mon exposé, l'informatique à Montpellier. Donc je découperai en 3 parties. Je parlerai surtout de la première partie que j'ai intitulée Les pionniers, 1960-1980. Après, je dirai un mot d'une deuxième partie, la consolidation du travail fait par les pionniers, 80-92. Ça a été la création du laboratoire du LIRM, du laboratoire d'informatique. Et puis là, j'en parlerai très peu parce que les informations sont disponibles facilement. Et je mettrai juste un transparent pour indiquer, à partir du petit schéma que j'ai fait avec les 3 jambes de l'informatique, quelle est la situation aujourd'hui. Établir une nouvelle discipline scientifique dans une université, c'est un processus long, complexe et difficile. Et c'est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit d'une discipline jeune comme l'informatique. Et je dirais dans une discipline qui a des traditions très anciennes, comme l'université de Montpellier. Donc, ce processus implique plein de choses. Ça implique de créer des cursus, de trouver des machines, de trouver de la place dans des bâtiments existants. S'il n'y a pas de place, de faire construire des bâtiments, de créer un laboratoire de recherche, de faire reconnaître ce laboratoire de recherche par les instances que sont le CNRS et naturellement d'avoir des activités qui sont reconnues au niveau international. Et pour tout ça, l'essentiel, c'est d'avoir des personnes, bien évidemment, des universitaires, des administratifs, des techniciens, des chercheurs, pour mettre en place toutes ces structures et pour les faire fonctionner. Il faut donc des postes. Et la lutte pour les postes, et c'est un euphémisme, structure en grande partie la vie d'une université. Tout le monde le sait. Donc ça a été de très longs combats. Donc en particulier, je voudrais rendre hommage donc, aux pionniers. Je vais donner un certain nombre de noms, j'en oublierai sûrement certains. Pour simplifier, parmi les pionniers dans l'installation d'une discipline nouvelle comme l'informatique, on peut distinguer 4 types de personnes. Donc souvent des physiciens,
ou des chimistes qui ont eu des besoins de calcul. Donc ça a été le cas à Montpellier par exemple. Le premier, ça a été Jean Falgueret, qui était cristallographe, qui a eu des besoins de calcul et qui en avait assez au début de travailler avec une machine électromécanique, puis après de faire des voyages à Grenoble et à Toulouse pour pouvoir faire ses calculs, donc qui a suscité le développement de l'informatique. Une autre catégorie de pionniers, ce sont des mathématiciens qui ont trouvé intéressant de s'intéresser à autre chose qu'à la physique et à s'intéresser à ces artefacts que sont les machines à calculer, qu'on appelait machines à calculer. Donc ça a été dans certaines universités, ça a été des mathématiciens qui ont lancé l'informatique, dans d'autres, ça a été des physiciens ou des chimistes. Dans la première université où j'étais, c'était un chimiste. Dans la deuxième, c'était un physicien, c'était Arsac à Paris 6. Et dans la première, c'était un mathématicien. Là où j'ai fait ma thèse, c'était Kunzmann. Donc il y a une troisième catégorie de mathématiciens, c'est les mathématiciens appliqués, donc qui ont eux aussi besoin de calcul. Ça a été le cas à Montpellier d'Yves Couffier, statisticien, donc qui, pour les statistiques, on a besoin de faire des calculs, donc qui a eu un rôle extrêmement important au niveau du développement de l'informatique. Et puis il y a une troisième catégorie qui sont des gens ni informathématiques, enfin qui ne s'intéressent pas, qui n'ont pas besoin, ni qui ne s'intéressent pas forcément à l'informatique directement, mais qui considèrent que dans une université, il faut absolument qu'il y ait de l'informatique parce que tout le monde a besoin, toutes les disciplines en ont besoin. Et ça a été le cas à Montpellier de deux personnes, Bernard Charles, un mathématicien, et Olivier Maisonneuve, un mécanicien, qui ont un rôle extrêmement important dans le développement de l'informatique. Parmi les pionniers, donc ça c'est les trois catégories qu'on rencontre, trois ou quatre qu'on rencontre pratiquement partout quand on regarde l'histoire de l'informatique. On peut rajouter aussi, dans le cas de Montpellier, des informaticiens qui avaient été formés ailleurs, puisque l'informatique à Montpellier n'est pas la première université française à développer de l'informatique, et qui se sont retrouvés seuls ou très isolés au début, et avec des tâches absolument énormes à développer, créer un laboratoire, créer des cursus, etc. Ça a été le cas à Montpellier, je vais citer au moins trois noms, donc de Yves Césari, qui a été l'un des premiers à venir, qui était un informaticien théoricien, donc qui a été à l'IUT puis qui est passé ailleurs. Il y a eu Jean Bosse-Morin qui venait de Lille, donc qui était un vrai informaticien et qui connaissait plein de choses en informatique, plutôt proche des systèmes. Il y a eu Marc Nanard qui est ici, donc qui est venu de Lille lui aussi. Il y a tout un tas de gens, c'est très drôle quand on regarde l'histoire. Il y a eu les premiers, il y a eu des gens de Lille, il y a eu des gens de Paris, il y a eu pas mal de gens de Paris, je vais vous en dire un mot. Il y a eu Marc et Jocelyne Nanard qui sont venus. Donc ça, ce sont des informaticiens formés en informatique, mais qui se sont trouvés isolés dans un endroit où tout était à faire. Donc très rapidement, quelques dates, Pour les gens qui étaient présents hier, vous voyez la difficulté de l'informatique dans une université comme Montpellier. On ne part pas des années 1200 ou 1150, hein. On part de 1960, hein, et encore. Le vrai début, c'est 1966. Hein. Donc, pour se faire sa place, il faut un peu jouer des coudes. Hein, quand on est face à des disciplines comme l'agronomie, comme la médecine, comme le droit, comme la chimie à Montpellier, enfin bref. Donc, très important, donc ça a été donc 1960. Jean Falgueret, c'est donc le cristallographe dont j'ai parlé, qui a mis toute son équipe au service de l'informatique. Quand je dis toute son équipe, à l'époque, un professeur avait une secrétaire, par exemple. Donc ça a été secrétaire, machine, etc. Donc, et un technicien, le premier technicien, Bernard Filiat, qui est devenu professeur d'informatique. Donc, ensuite, donc, Bernard Charles, dont j'ai parlé, quand il a été nommé doyen, c'est quelqu'un qui très vite s'est rendu compte que l'informatique était quelque chose d'important, donc a poussé à son développement avec Jean Falgueret. Et en 1966, grâce au travail de ces gens-là, c'était l'un des premiers départements d'informatique créés en France, parmi les premiers IUT. Donc c'est quand même extrêmement important. L'informatique à Montpellier a démarré au niveau de l'IUT la première année où on a vu création de départements d'informatique. Donc, ensuite, ça a été la venue d'Yves Couffier, dont j'ai déjà parlé, donc, qui a été statisticien, qui a été nommé professeur au début à l'IUT, puis ensuite professeur à la faculté des sciences, président de l'université, etc. Donc, encore quelques années. Ça, c'est important. 1969, donc ça a été le deuxième pilier du développement de l'informatique à Montpellier. Après l'IUT, ça a été la création d'une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion.
je crois que c'était ça le sens de l'acronyme, qui a été intégré à l'ISIM, donc qui était l'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier, une école d'ingénieurs créée en 1970, qui est devenue Polytech en 2000 et quelques. Maintenant, c'est connu sous le nom de Polytech. Donc la création de l'AMIAGE, vous voyez, ce sont les mêmes. Le premier directeur a été Falgueret, donc c'était Bernard Charles, et puis Falgueret faisait les cours. Donc l'arrivée de Jean Bosse-Morin, dont j'ai dit un mot, comme maître assistant, l'arrivée de Marc Nanard à l'IUT. Donc vous voyez, on va voir le développement en parallèle, l'IUT et l'ISIM. Ce sont les deux pôles qui se sont créés pendant cette période, qui se sont renforcés. Donc le mécanicien dont j'ai parlé, Olivier Maisonneuve, qui a été nommé, qui a eu un rôle très important, parce que non seulement il a été chef du département d'informatique alors qu'il était mécanicien, et qu'il avoue lui-même que l'informatique, il n'a jamais très bien su ce que c'était en tant que discipline scientifique. Il a écrit quelques programmes en Fortran, c'est tout ce qu'il a fait, mais il a fait une chose extrêmement importante, inimaginable aujourd'hui, il a créé un DEA pour une année. Il y a eu un DEA d'informatique créé en 70, 71, 72. Pourquoi il a créé ce DEA? Parce que énormément de gens sont venus à l'informatique en venant d'autres disciplines, des gens qui ont été convertis à l'informatique. Et ces convertis à l'informatique, assistants, en place à l'université, ne pouvaient pas devenir maître assistant, ne pouvaient pas monter en grade. Donc ils avaient absolument besoin d'avoir un DEA d'informatique pour s'inscrire en thèse. Donc il y a eu possibilité de création, c'est Olivier Maisonneuve qui en a été le responsable, de créer. Il a créé un DEA d'informatique pendant une année. L'université a accepté quelque chose de complètement, malgré l'autonomie, entre guillemets, actuelle des universités, c'est quelque chose d'absolument impensable aujourd'hui. Créer un DEA une année sans spécialiste. Donc il a fait venir des gens, des informaticiens de Paris, de Grenoble, de Toulouse d'ailleurs, pour faire le... C'est bientôt fini? Bon, je vais donc accélérer. Premier laboratoire, qui était le CRIG, c'était un laboratoire universitaire. Donc il y avait 3 pôles, l'informatique, au début dont s'occupait Jean Falgueret, les statistiques dont s'occupait Yves Escouffier, et puis la gestion dont s'occupait Robert Rex, donc, qui a été installé à l'IUT. Il y a eu une période, 5 ans, de grande accélération, en particulier par l'arrivée de professeurs d'informatique. Il y avait simplement Yves Césari qui était en informatique théorique. Et puis d'un seul coup, on a eu l'arrivée de Jean Ferrier et de Claude Boxenbaum, un à l'ISIM, l'autre à l'IUT, qui étaient tous les deux des spécialistes reconnus du système. Et donc là, à la fin des années 70, il y avait quand même un certain nombre de personnes pour encadrer des thèses, monter des cursus, etc. Bon, je vais m'arrêter sur la consolidation, parce qu'après c'est trop facile. Donc à la fin des années 70, donc les informaticiens commençaient à y en avoir, y compris des professeurs capables d'encadrer des équipes. Marc Nanard avait passé sa thèse d'État, donc il va y avoir 5 informaticiens ayant une thèse d'État à l'époque, mais qui étaient dispersés thématiquement. Ça allait de l'informatique théorique à de l'informatique fondamentale sur les systèmes, dispersés géographiquement, dispersés institutionnellement, puisqu'il y avait des gens à Paul Valéry. Donc les points forts, les places fortes, c'était l'IUT et la filière informatique et gestion de l'ISIM, plus quelques personnes à l'université Paul Valéry. Donc il y a eu un changement qualitatif. 80, l'arrivée d'une partie d'une équipe de Paris 6 en fait, et donc une partie de mon équipe de Paris 6 qui est venue ici. C'était une mission, on n'a pas un grand mérite, c'était une décision de la mission à la recherche du ministère de l'Éducation nationale qui voulait vider un certain nombre de grandes universités parisiennes de leurs universitaires pour les envoyer entre guillemets dans des petites universités de province. Donc en fait, il y avait eu accord c'était Davoine qui s'en occupait et qui a fait ça pendant quelques années, mais à Paris 6, ça avait été très compliqué parce qu'université pléthorique, on ne faisait pas notre service par exemple. C'était normal, une université parisienne n'avait pas à faire toutes les heures que les professeurs devaient faire. Mais en informatique, on était très déficitaire, y compris à Paris 6. Donc le président n'avait pas été content du tout, ça avait été hyper compliqué. Bref, on est venu à 6 quand même. Et puis donc on a créé, il n'y avait rien à la faculté des sciences, comme vous l'avez vu. Il y avait l'IUT, il y avait l'ISIM, il n'y avait rien à la faculté des sciences, donc on a créé un cursus complet. Et surtout, la chose importante qu'on a faite pour faire tout ça, ça a été de regrouper tous les gens qui étaient dispersés. Donc tous les informaticiens, on les a regroupés dans un laboratoire d'informatique. Donc le CRIM, qui a été associé au CNRS tout de suite, avec 3 pôles, les 3 pôles qui sont ici. Juste pour terminer, les facteurs extérieurs, on n'aurait pas fait ça seul. Donc j'ai dit toute l'aide qu'on a eue d'un certain nombre de personnes, mais y compris des facteurs extérieurs, ça a été François Grémy, un médecin,
avec qui j'avais travaillé à Paris 6. Il était à la Pitié-Salpêtrière, qui était ici, qui était venu ici pour des raisons familiales. Donc on s'est retrouvés, on a pu monter tout de suite des choses ensemble. Donc en particulier le GLIM, un groupement qui regroupait les 3 universités de Montpellier. On a été très aidé par Georges Frêche à l'époque. Il nous a aidés en nous donnant beaucoup d'argent en fait. On a créé le premier congrès mondial d'intelligence artificielle appliquée à la médecine par exemple, avec François Grémy, financé par la mairie. Et puis on a été aidé par la présence d'IBM qui à l'époque nous a aidés de différentes manières, en faisant payer moins cher certaines machines par exemple. Et puis bien sûr la présence du centre de calcul qui était le plus gros centre de calcul universitaire. Au début, maintenant beaucoup moins, mais au début, vu les machines actuelles, mais ça a été très utile, y compris en particulier pour faire travailler les étudiants sur des gros systèmes et leur apprendre de l'informatique. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé envisageant les différents aspects de la discipline. On a un temps rapide pour quelques questions, mais rapide parce que nous n'avons pas en avance. Moi j'aurais une question. Appliquée au raisonnement médical, l'algorithmique peut aller jusqu'où, à votre avis? Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse. Mais Si, j'ai la réponse. Elle peut aller jusqu'au point où les médecins sont capables de décrire d'une manière précise, explicite, je ne reprends pas les transparents, leur connaissance. Alors un des gros problèmes en médecine qu'on a eu, j'ai travaillé beaucoup avec des médecins notamment pendant longtemps. Donc c'était, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, une des choses qu'il disait, c'était on perd tous les 7 ans, la moitié des connaissances médicales deviennent obsolètes. Alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, je ne sais pas si tous les médecins partagent cette chose-là, mais donc ça c'est un énorme problème. Oui. Parce que mettre en place un système qui utilise des connaissances compliquées, des connaissances expertes difficiles, et si ces connaissances évoluent rapidement, ça c'est très compliqué. C'est-à-dire avoir des systèmes informatiques évolutifs, capables de suivre l'évolution. Donc la première difficulté, c'est être capable de modéliser ces connaissances d'une manière très précise, explicite, rien laisser dans l'implicite, etc. Ça c'est compliqué. Et deuxièmement, l'évolution, la deuxième grosse difficulté, c'est l'évolution, c'est la dynamique. Donc on avait fait le dernier projet que j'ai fait avec des médecins, c'était sur le suivi de traitement en cancérologie, avec Pierre Dujol, Pierre Aubas, tous ces gens-là. Donc on avait mis au point un système donc, pour aider le médecin dans son dialogue, lorsqu'il avait j'ai oublié comment ça s'appelait d'ailleurs, quand un malade vient voir le médecin avec les résultats des analyses médicales. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir, donc moi je ne vais pas susciter d'espoir. La grande difficulté vient des domaines, des gens qui veulent utiliser l'informatique. Est-ce que vos connaissances sont suffisamment explicites, suffisamment... Les machines sont stupides, donc il faut que vous soyez capable d'expliquer d'une manière absolument complète, explicite, ce que vous savez. Et c'est la difficulté principale, elle est là. Je vous renvoie la balle. Hein. C'est bientôt le problème, effectivement. Une question ? Oui, simplement, je voudrais remercier Michel Chen et dire la chose suivante. Dans les années 65-70, on a été porté par une demande extraordinaire. J'en donnerai qu'un exemple. En 68 et en 69, Robert Rex, qui a été cité, a été chargé par le ministère de former des assistants pour les IUT, pour les départements IUT qui se créaient. C'est-à-dire qu'on a recruté des gestionnaires, des physiciens, mais qui étaient au niveau de la licence. Ils étaient payés comme assistants stagiaires en formation à Montpellier et ensuite ils ont été distribués dans les départements IUT qui se créaient. Et par exemple, Madame Hérin, qui plus tard est revenue et qui a été présidente de Montpellier 2, est passée par ce cursus. Donc il y avait, et ça c'est le côté institutionnel, je dirais, mais les premiers étudiants de l'IUT trouvaient des places sans problème dans toutes les entreprises. Enfin, il y avait une demande très forte et effectivement, IBM y a été pour beaucoup aussi sur Montpellier. Bonjour. Est-ce que vous considérez que ce qui est fait par les ingénieurs de Google, Facebook et toutes ces grandes entreprises rentre dans le domaine de l'informatique? Alors, je sais pas à quel niveau se situe votre question. C'est évident que parmi les ingénieurs de Google et de
Facebook et de tous les GAFA, il y a des informaticiens de très, très grande qualité. Pour moi, l'exploit de Google, c'est de la compétence en informatique, mais vraiment l'informatique technique fondamentale, qui est vraiment des choses très difficiles, beaucoup plus que leur algorithme, qui n'est pas très, très compliqué. Hein. Ça, c'est évident. Maintenant, l'usage, c'est tout à fait autre chose. Hein. Mais je ne sais pas très bien quel est le sens de votre question. Si c'est la partie technique, c'est souvent remarquable. Si c'est l'usage, je me sers de Google un peu comme tout le monde, malheureusement. J'avais un transparent pour vous montrer. Vous tapez CRIM, donc le nom du labo qu'on avait créé, Montpellier Informatique. Faites-le, vous allez sur Google maintenant, vous allez rigoler. Donc l'usage qui est fait, je le trouve assez scandaleux. Le fait que le profil des utilisateurs soit utilisé pour présenter les résultats, c'est assez scandaleux. Il y a plein de choses. Donc, mais au niveau technique, c'est évident que c'est des informaticiens, enfin, c'est des équipes d'informaticiens tout à fait remarquables. Hein. Facebook, n'en parlons pas. Je ne veux pas connaître Facebook. Au niveau de l'usage. Mais c'est des exploits techniques, sans aucun doute. Hein. C'est plutôt un témoignage, mais je voulais dire qu'au-delà des personnalités que vous avez montrées sur l'écran, il y avait toute une série d'ingénieurs informaticiens, au CITIM, au Sénatrin, etc., les Bonneric, les Navarro, les Compan et tant d'autres dont j'ai oublié les noms. Et ces gens-là étaient très importants parce qu'ils jouaient le relais. Ils jouaient le rôle de relais entre les universitaires informaticiens et toute l'université de Montpellier, c'est-à-dire les agronomes, les littéraires, etc., qui avaient des problèmes d'informatique, qui venaient à Montpellier 2 pour rencontrer ces gens-là, qui les dépatouillaient dans leur programmation, qui les formaient. Et finalement, grâce à ça, l'université Montpellier 2 irriguait un petit peu toute l'université de Montpellier, y compris d'ailleurs physiquement, avec les machines puis les terminaux un peu. Et donc, vous étiez au centre de toute une communauté et on vous doit beaucoup et je voulais vous le dire. Intuitivement, par rapport à tout ce que tu as dit, où on va à la fois de la technique, la technologie jusqu'au concept les plus abstrait, il me semble que la science mère, c'est quand même les mathématiques, à partir duquel on peut, par des équations à l'infini, des modèles et des paramétrages, arriver à avoir un point d'entrée dans ces sciences de l'informatique. Est-ce que c'est ça la vraie science mère, si j'ose dire, des sciences informatiques? Ah non. Là, je suis en désaccord avec l'informatique est une science à part entière qui a naturellement des relations avec les mathématiques, c'est évident, dans la partie algorithmique, bien évidemment, mais énormément de choses simples en mathématiques, très très simples. Par exemple, le continu. Ce genre de choses, c'est complètement extérieur à l'informatique d'une certaine manière. Le côté, tout ce qu'on fait en informatique doit être automatisable, et les résultats doivent être obtenus en un temps fini, font que, pour moi, c'est une différence fondamentale avec les mathématiques. Maintenant, qu'en informatique, on fasse beaucoup de mathématiques, c'est une évidence. L'informatique théorique, comme la physique théorique, ce sont des mathématiques, bien évidemment. Mais quand on s'intéresse, par exemple, à la partie information, j'ai enlevé parce que là, j'avais un petit message pour le président de notre université, mais comme il n'est pas là, tant pis. Donc, quand on s'intéresse à la partie information, là, on est très très loin des mathématiques, même des préoccupations des mathématiques. Hein, quand on fait du traitement automatique de la langue naturelle, on ne fait pas des mathématiques. On fait de l'informatique. On s'intéresse à des informations d'une nature particulière et on veut, sur ces informations d'une nature particulière, faire des traitements qui, au bout d'un certain temps, donnent un résultat défini. Donc, toutes ces notions, la notion de procédure, on peut la rapprocher naturellement de la notion de fonction en mathématiques. Il y a tout un tas de choses. On fait énormément de logique en informatique et c'est de la logique. C'est la même logique que la logique qu'on fait en mathématiques, bien évidemment. Mais pour moi, c'est une différence fondamentale quand même. On veut que ce soit mécanisable sur une machine physique. Et c'est la différence. Ben, ça ne veut pas dire, il y a des mathématiques partout. Hein. Même dans les machines, il y a plein de mathématiques. Quand les gens font des machines, les tests de circuits, le calcul de la preuve de protocole, la preuve de programme, naturellement, c'est des mathématiques, mais c'est comme en physique. On fait pas la physique a un objet d'étude particulier avec des méthodes particulières. L'informatique a un objet d'étude particulier avec des méthodes particulières. Donc c'est pas un bout des mathématiques. C'est une science, pour moi, à part entière. Même si
mes collègues informaticiens, mathématiciens, excuse-moi, ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Bien, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment très intéressant. Et puis je pense que ça va porter utile.